de Victoire Live TV pour notre émission Une génération de femmes 100% féminines. Alors aujourd'hui, nous avons tout simplement décidé d'aborder un sujet qui est lié à l'enfant, à l'éducation de nos enfants pour pouvoir nouer des liens avec eux. Femmes Générationnelles, pour revenir à notre association, Femmes Générationnelles, c'est une association qui est dédiée à la femme pour qu'elle puisse s'exprimer en toute liberté. Alors, les sujets vont toucher différents domaines. On va parler de spiritualité, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de la vie familiale, de la vie courante, vraiment de toute la vie d'une femme, et ceci pour pouvoir dispenser des conseils aux autres femmes qui nous suivent, mais aussi aux hommes qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas, suivez l'émission directement sur toutes les pages possibles, notamment sur celle de Victoire Live TV, mais aussi sur les pages de Femmes Générationnelles. Et vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à suivre pour pouvoir avoir toutes les informations sur les actualités liées à l'association, mais également aux différents ateliers que nous mettons en place. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Aurélie Pululu. Bonjour Aurélie. Bonjour Daniel. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie pour aborder le thème de la communication et de la posture à adopter pour bien s'entendre avec son enfant. Il faut savoir que Aurélie, que nous avons ici présente aujourd'hui, est la créatrice est à la tête d'une entreprise, sur laquelle elle travaille depuis plus de 2 ans maintenant, et qui s'appelle A-Child pour Aurélie autour des enfants. Et l'objectif, en fait, de cette association, si je ne me trompe pas, c'est de permettre aux parents de mieux comprendre leurs enfants et ainsi, par ricochet, nouer des liens, tisser des liens beaucoup plus solides avec eux. Alors Aurélie, moi la question qui me vient, la toute première, j'en ai deux, je dis une mais en fait j'en ai deux. J'écoute. Comme tu es un visage assez nouveau pour nos auditeurs et nos auditrices, ce serait d'éventuellement commencer par te présenter et ensuite de nous expliquer ce qui t'a donné envie de monter ce projet, de monter cette entreprise, cette activité. Oui, déjà Daniel, merci pour ta question. C'est une question assez intéressante et merci pour l'invitation. Je suis très honorée parce que du coup, je regarde Femmes Générationnelles, je regarde aussi Victoire Live. Voilà, sur les réseaux. Alors, qui je suis? Alors, donc moi, j'ai créé A-Child depuis maintenant plus de 2 ans. Donc là, c'est ma 3e année. Et je travaille avec des associations. Quand j'ai créé A-Child, mon but était de partager mon expérience professionnelle. Donc moi, je suis venue d'Afrique à l'âge de 7 ans. Et en grandissant, en fait, donc ici en France, mais surtout quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'animation, j'ai vu que le positionnement que l'adulte avait vis-à-vis de l'enfant était quelque chose que je connaissais pas comme ça en fait. Et je me suis dit mais c'est plutôt intéressant et c'est quelque chose que je trouve plutôt bien. Ce serait bien qu'en fait que je puisse aller le dire à d'autres personnes. Et quand j'ai donc commencé à travailler, je devais avoir à peu près dans la vingtaine. Ma directrice m'a dit, je trouve que tu as quelque chose de particulier. J'ai connu beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous, mais dans ta façon de travailler, il y a comme un regard qui a l'air d'être vraiment différent. Et je lui ai fait comprendre que non seulement c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais en fait, je m'étais découverte en fait une passion. Et donc, quand je travaillais, j'avais vraiment plaisir à travailler. Très vite, on m'a fait participer à ce qu'on appelle le projet pédagogique, qui est clairement la structure de base de l'établissement du coup qui va accueillir. Là, c'était un centre de loisirs. Alors, en quelques mots, une ville met en place ce qu'on appelle un projet éducatif pour les enfants qui sont au sein de la ville. D'accord. Et du coup, le centre de loisirs qui doit traduire l'idée de la ville va mettre en place un projet éducatif, pédagogique. D'accord. Et donc, du coup, par rapport à tout ce qui va être développement autour de l'enfant, par rapport à son bien-être, par rapport à sa vie en tant que futur citoyen. Okay. Donc, en fait, le centre de loisirs va participer à ça aussi. Et donc, j'ai commencé à participer à ça dès le début, avant même d'avoir fait les diplômes qui avaient un rapport avec ce métier-là. D'accord. Très vite, en fait, j'ai commencé à devenir responsable de site. J'ai commencé à faire des remplacements et après seulement j'étais faire le diplôme parce que c'est un métier qui m'intéressait vraiment. Je me suis dit, il faut que je sache vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai donc fait les centres de loisirs, les centres sociaux qui accueillent et les parents et les enfants. D'accord. Et actuellement, je travaille dans un espace jeunesse pour les ados et les préadolescents et les jeunes adultes de 11 à 25 ans. Ok.
Et juste pour rebondir sur ce Oui. que tu es en train de dire, Mhm. donc tu as eu cette opportunité, cette occasion de travailler avec ces enfants, je suppose de tous âges, Oui. d'accord. Quelles sont les problématiques que tu as pu ressentir, que tu as pu découvrir en étant au contact de ces enfants au quotidien, et je suppose aussi de leurs parents qui, peut-être par moment, les accompagnent à l'occasion de certaines activités? Oui. Alors, bon, après, les problématiques, souvent, on a l'impression que c'est simplement lié aux enfants qui ont des parents séparés ou pas du tout. En fait, déjà, les enfants séparés sont de moins en moins perturbés parce que ça devient classique dans la société, en fait. Donc, du coup, très vite, oui, je peux avoir 2 maisons, je peux avoir 2 chambres. Il y en a même pour certains, c'est pour qui c'est une fierté. Ce qu'on constate souvent, c'est que les parents ont peu de temps. Du coup, l'enfant passe beaucoup de temps plus dans les différents accueils, que ce soit le matin ou plutôt en soirée. Et du coup, il y a peu de temps à vraiment être en fait en famille. Du coup, bon, après, il y a toujours différents systèmes pour pouvoir faire des devoirs ou le reste. Mais du coup, les problématiques qu'on va découvrir chez certains enfants, ça va être par exemple un manque de confiance en eux-mêmes ou peut-être un manque d'estime aussi. D'accord. Alors, je ne peux pas vraiment dire si c'est forcément lié au fait que les parents vont passer très peu de temps avec eux ou le fait que l'enfant va être beaucoup dans les endroits d'accueil. D'accord. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une vie qui va être assez actif fait que finalement, l'enfant a peu de temps à la maison et finalement, qu'on veuille ou pas, il grandit plus à l'extérieur quand même. D'accord. Mais ça concerne vraiment tous les enfants, peu importe la catégorie sociale, que ce soit des enfants issus d'un milieu aisé ou moins aisé. Ce que tu décris là, est-ce que ça concerne vraiment tous les enfants ou alors ça dépend du milieu dans lequel l'enfant grandit? Alors, le milieu dans lequel l'enfant grandit a toujours, on va dire, entre guillemets, une petite conséquence. Mais dans la globalité, tout le monde est vraiment pareil, en fait. Donc, on peut retrouver les mêmes mots, les mêmes blessures, les mêmes aspects chez vraiment tous les enfants d'un point de vue général. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je suis africaine. D'accord. Et une des choses qui a fait que j'ai voulu approfondir dans ce métier-là et du coup en faire quelque chose qui soit à part de ce que je fais dans mon travail au quotidien, c'est parce que j'ai vu aussi une particularité par rapport aux enfants africains. D'accord. Ça veut dire, juste assez rapidement, c'est des enfants qui ont de très très grandes capacités, aussi bien intellectuelles que physiques, mais très souvent en fait on les accompagne pas à les dévoiler ou à les mettre en avant. Parfois même s'ils sont souvent cassés ou comparés ou rabaissés ou après je peux pas il y a pas que des méchancetés, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais très souvent ces enfants-là découvrent leurs capacités extrêmement tard en fait. Et ça c'était ce que j'avais constaté. Maintenant, ça peut aussi être lié peut-être à l'histoire. Oui, mais aussi à l'éducation qu'on a. Par exemple, moi aussi en bonne africaine, comme toi, on a quand même reçu une éducation qui est très carrée, une éducation où tu ne contredis pas le parent, c'est le parent qui a tort, c'est l'adulte qui a tort, en tout cas. Qui a raison, Pardon, excuse-moi autant pour moi. Oui, c'est l'adulte qui a raison, tu n'oses pas le contredire et quoi qu'il fasse, c'est lui qui a raison. Enfin, c'est peut-être souvent dû à l'éducation qu'on a reçue et c'est de là en fait que la perception qu'on a de soi vient. Oui, exactement. C'est très très vrai. Alors ça c'est un point qui est quand même parmi les premières choses que j'ai commencé en fait à aborder quand j'ai commencé mon activité. C'est la façon dont on va communiquer avec son enfant va lui dire en fait qui il est. Et comme tu as très bien dit, l'adulte a raison. Chez nous, on a beaucoup le positionnement de dominant à dominer, en fait. Et plus on va empêcher la personne devant nous de s'exprimer, plus il va se dire, en fait, peut-être qu'il ne faut pas que je m'exprime, en fait. Exactement. On n'a pas cette notion de communication, de vraiment échanger. C'est pour ça que quand on arrive ici en France, enfin, je vais dire en Occident, mais en France, comme on vit en France, le fait d'avoir cette possibilité de dire à un adulte ou alors de faire comprendre à un adulte qu'il a tort, c'est vrai que souvent, quand on le raconte à des personnes qui sont restées en Afrique, mais elles se disent, mais quelle insolence. Mais ce n'est pas vraiment que c'est de l'insolence, c'est juste qu'il y a ce rapport-là qui permet aux enfants et aux adultes de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, tout en restant poli, respectueux et chacun garde vraiment sa position. Oui, voilà. En fait c'est exactement ça. Moi, je pense que il est peut-être temps
de remettre certaines choses en question. Ça ne veut pas dire tout effacer, mais remettre en question et se dire ce qui était peut-être valable au pays, je ne sais même pas si ça va forcément porter du fruit, de se dire que l'adulte a toujours raison, le plus vieux doit toujours être traité comme ça, malgré que finalement, malgré son âge, il ne montre pas les fruits qui ont un rapport avec ce qu'il est censé être ou ce qu'il est censé faire. Et du coup, ça a été aussi une des choses que je me suis dit, mais waouh, un enfant a le droit de donner son avis, il a le droit de ne pas être d'accord, il ne se fait pas taper, il ne se fait pas punir. Non, pourquoi ? Parce qu'on va prendre en compte son avis. Et parfois, en prenant en compte son avis, je vais vous donner par exemple un exemple. Un jour, j'ai eu une maman qui m'a dit voilà, j'aimerais que tu parles à mon enfant. Je dis d'accord. Est-ce que tu vas demander son avis ? Elle m'a dit non, mais tu lui parles et puis c'est tout. Je lui dis non, écoute, ton enfant, donc elle m'avait déjà dit un peu entre guillemets le problème qu'elle avait avec lui. C'est un garçon qui avait 21 ans. Et donc, il n'écoutait plus à la maison, et puis il y avait plein de choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord. Et elle dit, chez nous, on ne nous a pas éduqués comme ça, il ne devrait pas être comme ça, il ne devrait pas être comme ça. J'expliquais, en fait, l'enfant qui est devant toi, tu es un peu comme un éléphant qui a grandi à côté d'un bébé éléphant. Entre-temps, lui, il a continué de grossir, il a continué à prendre aussi de la place. Aujourd'hui, il a juste besoin d'avoir fait sa propre place. Je dis, demande à ton enfant s'il veut que je puisse le rencontrer. S'il dit non, c'est pas grave, le garçon avait refusé. Je dis à sa mère, c'est pas un problème. Oui. Maintenant, du coup, la personne en réalité avec qui il faut travailler, en fait, c'est toi, c'est même pas lui. Et finalement, quand la maman a eu un autre positionnement, qu'elle a commencé à écouter, qu'elle a pris simplement sa place, en fait, elle l'a laissé être un adulte, parce que c'était un adulte, et ça a été. D'ailleurs, ça, c'est un très bon cas que tu illustres parce que j'allais te demander ensuite comment tu fais justement pour accompagner ces enfants ou ces parents. Est-ce que tu pourrais nous donner, si possible, un petit peu plus de détails, notamment comment est-ce que tu as accompagné cette mère-là dans la communication comment est-ce que tu l'as accompagnée afin qu'elle puisse mieux échanger avec son enfant et surtout qu'elle puisse mieux le comprendre ? Oui, alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je pense que la personne qui est plus apte et qui est plus malléable à changer, en fait, c'est l'adulte et pas l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant ne va simplement que prendre ce que vous allez lui donner. Et ce qu'on a eu, en fait, avec cette maman-là, c'est qu'il y avait déjà une vie qui était déjà construite et bâtie. Donc, on ne pouvait pas casser comme la maman voulait et qu'on mette quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ta question, je vais prendre un autre exemple. Oui. Un jour, j'ai eu un papa qui m'a contacté là assez récemment. Donc, il me dit que son fils de 4 ans, donc à l'école maternelle, n'écoute pas la maîtresse. Et donc, c'est un problème, il faudrait faire quelque chose. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça ne va pas. Je lui ai dit, bon, d'accord, très bien, mais moi, tu me dis que je n'écoute pas la maîtresse. J'ai besoin d'avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce qui se passe, en fait. Effectivement. Et je lui ai dit, est-ce qu'il écoute sa mère ? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bon. Et il m'a dit, peut-être qu'il a un problème avec les femmes. Cela, je dis, peut-être, mais peut-être pas. Mais est-ce qu'il écoute le père ? Alors, il écoute le père. Je lui ai dit, mais quand la mère a besoin d'être écoutée, qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien, souvent, elle va dire, je vais le dire à papa, ou tu verras quand papa, tu verras. Je dis, bon, ok. C'est-à-dire que déjà, la maman n'a pas fait asseoir son autorité vis-à-vis de l'enfant. C'est vrai. Et à un moment donné, l'enfant va identifier la mère et la maîtresse comme étant des femmes. Il va se dire, bon, si en gros, maman, j'arrive toujours à finir à avoir raison, parce que même s'il ne me dit pas comme ça, mais c'est une femme, peut-être que je vais finir par avoir raison aussi avec ma maîtresse, en fait. Et du coup, j'ai dit au papa, ce qu'il faudrait déjà, c'est que la maman travaille son autorité avec son enfant. Ça veut dire que si, par exemple, elle veut qu'il fasse quelque chose, qu'elle patiente jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai dit ça, c'est la première étape. Ça veut dire que peut-être que c'est le rythme de l'enfant, peut-être qu'il va mettre 10 minutes à aller mettre ses chaussures, peut-être qu'il va d'abord tourner en rond, il va aller chercher quelque chose, puis remonter, puis redescendre, c'est pas grave. Tu patientes jusqu'à ce qu'il le fasse. Mais l'idée, c'est de comprendre que tu n'abandonnes pas tant qu'il n'a pas fait parce que c'est toi qui le lui as demandé, que le papa n'intervienne pas quand c'est toi qui dois intervenir. Donc, c'est le travail qu'il fallait faire déjà avec la maman. J'ai demandé au papa d'autres petits détails, comment se passe par exemple le moment du bain ou le moment du repas, tout ça. Il m'explique que le repas se passe plutôt bien, mais quand il faut aller au bain, ça devient des histoires et des histoires et des histoires. J'ai dit bon, comment est-ce que la maman fait alors ? Il me dit écoute, à un moment donné, on le prend puis on l'emmène et puis voilà. Je dis il faut faire différemment. Peut-être qu'il faut déjà le lui rappeler tout le temps. Quand tu reviens par exemple de l'école, tu sais que tout à l'heure, après le repas, on ira au bain. Tu sais. Et en fait, le fait de le lui rappeler, déjà, tu lui en parles. Donc, il peut ne pas être d'accord, mais il peut aussi être d'accord. Mais l'idée, c'est déjà de le préparer psychologiquement à ça. C'est une forme de communication. C'est une forme de communication. Exactement. Et en fait, il faut simplement comprendre que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, surtout quand on est plus petit, on va retenir moins d'informations. C'est vrai. Donc, du coup, le fait de le dire plusieurs fois, c'est comme de lui rappeler, tu n'oublies pas tout à l'heure, tu n'oublies pas tout à l'heure. On peut aussi le faire aussi sous forme de jeu.
Et ça peut être aussi, en arrivant, peut-être commencer déjà à préparer certaines choses. Ah bah tiens, écoute, on arrive, avant peut-être d'aller manger, on va peut-être préparer notre petit bac pour le bain. Oui. Parce que peut-être que quand il veut y aller, il y en a peut-être qui préparent rien, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'avoir leur jouet, mais ceci besoin de cela. Donc on peut y aller ensemble. L'idée, c'est que surtout pour un enfant de 4 ans, même à partir de 2 ans, c'est de le faire participer un maximum. On fait ça ensemble, on fait ça ensemble. Parce que il y a des enfants qui ont besoin en fait d'attention et du coup c'est une façon en fait d'attirer l'attention. Et donc ça a été mis en place. Pour la maîtresse, on a mis autre chose en place. Je vais expliquer au papa que contrairement à la maman, l'enfant il est dans un autre univers, donc on peut moins surveiller ce qu'il va faire. Donc on va avoir un système où on va entre guillemets pouvoir quantifier. On a mis en place un système de bouchons, on a pris des bouchons bleus, des bouchons rouges, et en fait chaque fois que l'enfant rentre de l'école, il va mettre dans un pot le bouchon qui correspond à comment est-ce qu'il s'est comporté avec sa maîtresse. D'accord. Donc, il peut mettre 15 bouchons rouges, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de se dire à chaque fois, bon, demain, on essaie de mettre un bouchon bleu quand même. Hein. Ok, bon, allez, aujourd'hui, c'est encore un rouge, oui, mais demain, on essaie un bleu. Et pourquoi pas se dire, mais pourquoi c'est encore un rouge? Et parce que j'ai fait ci, mais en fait, mais c'était pas grave ce que tu as fait. Oui. Et finalement, ça peut aussi ouvrir une discussion avec ce petit enfant-là. Effectivement. Voilà. Sachant que les enfants aussi ont tendance à beaucoup tester les adultes, pour pouvoir voir les limites, savoir s'ils peuvent dépasser certaines limites. C'est-à-dire, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, l'enfant, au lieu d'aller prendre son bain, au moment d'aller prendre son bain, ça devient tout un parcours de négociation juste pour qu'il aille prendre son bain. En fait, c'est juste qu'il est en train de tester le parent. Peut-être, hein, tu me diras, il est en train de tester le parent pour pouvoir voir la limite et savoir si, pour une fois, la maman osera lui dire non de façon ferme. En fait, quand un enfant se pose, c'est vrai que c'est pour connaître ses limites, mais ça fait partie de l'éducation. Oui. Ça fait partie juste de ce que lui aussi, il saura ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Oui. Désobéir, ça fait aussi partie aussi de la découverte de mes limites à moi-même et de ce qui va être aussi, entre guillemets, quelque chose qui va me faire mal aussi ou pas, en fait. Oui. Donc, il n'y a pas toujours la provocation derrière une opposition. Ça peut juste être aussi, peut-être comme la maman avec ce jeune adulte-là, qui disait qu'il avait toujours besoin d'avoir son espace à lui, d'avoir son intimité à lui et certaines limites que sa maman devait respecter. Mais elle l'a pris d'abord pour de la provocation et elle a voulu partir en guerre, or que c'est pas du tout ça. Pour un enfant qui peut être plus jeune, ça peut être aussi juste ça. Juste, bon, finalement, lui, il a peut-être besoin plus de ça et plus de ça. Ou ça peut être aussi simplement les limites de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Et pour rebondir dessus, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de préparer l'éducation de l'enfant avant même qu'il n'arrive au monde? C'est-à-dire, oui, il y a ce moment-là, nous sommes heureux de porter le bébé, l'accouchement n'a pas encore eu lieu. Est-ce que les parents ont la possibilité, est-ce que tu conseilles aux parents de préparer ça en amont, au moins de fixer des bases avant que l'enfant n'arrive au monde? Oui, après je pense même que c'est une base que les gens doivent se dire déjà quand ils sont ensemble, parce que quand on se met en couple, on parle de plein de choses. L'éducation doit en faire partie en fait, parce que vous savez, c'est surtout à ce moment-là qu'on dit non mais ma mère dit que, et c'est à ce moment-là où peut-être qu'il peut aussi avoir des conflits. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va découvrir que en fait eux chez eux ils font plutôt ça comme ça, ils font plutôt ça comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut parler de ça en amont. Quand on est enceinte, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a, on va dire psychologiquement parlant, comme un instinct qui se réveille, qui se dit j'ai besoin de connaître ça, j'ai besoin de connaître ça. Donc oui, il faut pas hésiter à prendre des documents, faut pas hésiter à prendre des livres, à suivre différentes choses. Des informations, parce que de la même façon qu'un métier ou de la même façon qu'une activité qu'on a envie de commencer à faire, il vaut m'être quand même informé sur ce qu'on peut faire après. Sur le tas, ça sera toujours un peu différent, mais avoir déjà certaines bases seront toujours mieux que de ne rien avoir. C'est vrai, exactement. Et au niveau de ton entreprise, comment tu fais? Qu'est-ce que tu organises pour pouvoir échanger avec ses parents, pour pouvoir les inciter à venir vers toi, pour pouvoir échanger sur leurs enfants? Et comment tu fais pour créer une relation de confiance aussi avec les enfants? Parce que s'il y a des enfants qui sont un peu difficiles, qui ont un caractère à ne pas forcément s'ouvrir, donc on va dire introvertis, comment est-ce que tu fais pour débloquer une situation qui pourrait ressembler à celle-là? Waouh, alors déjà, il y a beaucoup de questions. Alors, oui, c'est vrai. Alors d'abord, pour en revenir, ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier-là. D'accord. Et j'ai d'abord commencé à faire avec les associations, comme je le disais tout à l'heure. Et dans les associations, je m'adresse d'abord à l'adulte, parce que c'est vraiment sur l'adulte qu'il faut travailler. Comment est-ce que je fais? Du coup, l'idée de base, c'était d'abord donner l'information. C'était vraiment ce que je voulais. Mais on ne peut pas donner une information à une personne et ne pas l'accompagner
sur comment est-ce qu'elle peut faire les choses. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc de créer cette entreprise-là. Du coup, une des façons avec laquelle en fait je peux avoir les personnes qui vont venir vers moi, j'ai d'abord commencé par animer des émissions de radio. D'accord. Après, j'ai mes réseaux, notamment par Instagram où les gens me contactent assez régulièrement. Donc c'est une façon de leur faire comprendre que peut-être sur certaines problématiques, je peux apporter quelque chose. Les gens vont m'appeler, par exemple, ils ont un appel de 30 minutes qui est gratuit, donc du coup les gens vont m'appeler pendant cette demi-heure-là, et en fait on va parler ensemble et voir après du coup est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas. Ça veut dire que peut-être que je peux ne pas leur correspondre, Oui. peut-être que mes idées peuvent ne pas être en accord avec les leurs ou avec leurs pratiques ou avec leurs croyances ou autres, peut-être que ça peut complètement être ça. Effectivement. Et du coup en fait on va fonctionner ensemble. Alors quand je vois un enfant, l'idée c'est moi, ce que je veux, c'est vraiment être juste une passerelle, vraiment juste un pont. Ça ne veut pas dire que je veux être d'un côté où je parle à l'enfant, d'un côté où je parle aux parents, mais c'est parfois nécessaire pour que chacun puisse, entre guillemets, dire ce qu'il a, on va dire, intérieurement. Sur le cœur, oui. C'est ça. Après, par rapport à... Je continue, en fait, je dirais d'améliorer mon travail. Là, actuellement, j'ai commencé à faire de la PNL, de la programmation neurolinguistique, qui a un rapport avec la communication. Il n'y a rien d'obligatoire, dans la vie, rien n'est obligatoire, mais c'est moi que je dois le faire pour compléter à ce que je suis en train de faire, pour améliorer aussi mon travail et du coup ma façon de communiquer. D'accord. En sachant que je me basais déjà sur mon expérience, sur ce que je faisais avec l'enfant. Et en fait, la PNL va simplement confirmer ou va ajouter des outils. Et du coup, quand je me trouve avec un enfant, la première chose que je vais mettre en place, en fait, c'est ce qu'on va appeler en PNL un rapport. Je vais déjà le mettre en confiance. Le mettre en confiance, juste en le saluant, le regardant. Alors, par rapport à la communication, il y a quelque chose qui est universel. Oui. Ce n'est pas du tout une langue, c'est le sourire. Oui. Quand on sourit à une personne, elle se sent tout de suite rassurée. Le sourire aussi rassure vraiment, exactement. Oui. Et par exemple, pour avoir eu certains parents qui par exemple, on leur apprenait votre enfant a été puni, ou il s'est battu, ou il a fait quelque chose à votre enfant, la façon dont on va accueillir cet enfant-là va déjà lui dire, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça veut dire qu'en fait, notre attitude va déjà lui parler. On va avoir le langage qui va être verbal, on va avoir le langage qui va être corporel. Et notre visage va faire partie du langage corporel. Si un enfant vient me voir et que je suis déjà au courant de quelque chose, il faut que j'essaie d'être le plus impartial possible. Ça veut dire que quand moi, cette maman me dit « mon fils a fait ça, mon fils a fait ça », déjà, entre guillemets, elle voit le monde de ses yeux à elle. Donc, elle peut voir tout rose de son côté à elle et tout rouge de l'autre côté à lui. Donc, déjà, dès le départ, il ne faut pas prendre un positionnement. Donc moi, quand un enfant va me parler ou quand un parent va me parler, je vais essayer de les écouter tous les deux de la même façon. C'est vrai que, comme on dit, il faut toujours avoir les avis, le point de vue des deux côtés pour pouvoir apporter le jugement le plus, comment dire, le plus juste possible. Le plus possible. Et même là encore, je ne me positionne pas comme qui a raison ou qui a tort. Parce que l'idée, c'est de me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut trouver une solution. Et pour avoir la solution, il faut que les deux en fait vont me donner la réponse en écoutant l'un et en écoutant l'autre. Donc dès le départ, le positionnement que je vais avoir, ça va être deux sourires. On va me poser une question, je dis non, mais moi je suis là pour t'écouter. Donc parle et je t'écoute. Oui. Et à partir de là, je vais poser des questions qui vont m'aiguiller oui ou non. Et en fait, des fois, il faut simplement dire à la personne, mais en fait, selon toi, c'est quoi le problème ? Oui. Et selon toi, qu'est-ce que cette personne devrait faire ? Parfois, on peut dire à un enfant, bon, écoute, apparemment, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu proposes ? On pourrait être surpris. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, très bien. Et au niveau de tes activités, tu développes tes activités toute seule, tu es accompagnée, tu as une équipe derrière toi ? Alors pour le moment, je suis seule parce que je viens de lancer cette activité depuis l'année dernière, même si ça fait déjà 2 ans que je suis dessus. D'accord. Donc oui, pour le moment, je suis seule. Je vais bientôt commencer à travailler avec une jeune fille, mais parce qu'elle trouve ça passionnant ce que je fais, etc. Je dis, pour moi, il est quand même important que tu puisses déjà savoir quelle est la vision que je porte dans ce projet, pourquoi est-ce que je le fais, et avoir certaines bases en fait. Certaines bases, donc du coup elle va passer par une de mes formations quand même, pour qu'elle puisse avoir ces bases-là, que quand elle va se trouver devant des personnes ou devant un enfant, qu'elle puisse savoir quel comportement est-ce qu'elle va avoir et comment est-ce qu'elle va se tenir.
Et c'est une activité que tu voudrais uniquement développer sur le territoire français ou alors tu voudrais l'étendre aussi sur le continent africain? Parce que c'est vrai que les deux éducations européennes et africaines sont très différentes, mais est-ce que tu aurais quand même cette vision-là d'apporter ça sur le continent pour pouvoir, sans créer de problème avec tous les parents du continent, mais contribuer à une autre vision de l'éducation de l'enfant et de la façon de créer cette relation entre les parents et les descendants? Oui, alors aller vers l'Afrique, c'est mon but et c'est mon rêve. D'accord. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé au travers donc, des associations. Récemment, avec mon association à laquelle je suis partenaire, Initiative 243, une association qui scolarise des enfants au Congo. On est passé sur une chaîne de télé donc nationale B1 pour la journée des droits de l'enfant. Donc ça a été une occasion pour pouvoir parler de ça. Et en fait, alors, je dirais, là où nous devons être honnêtes envers nous-mêmes, c'est que plein de pays sont passés par une époque où les enfants ont travaillé dans les mines, où les enfants n'ont pas eu la place qu'ils ont aujourd'hui. C'est vrai. D'accord. Il y a eu une évolution où des chercheurs, des psychologues et autres ont dû faire des études et faire comprendre à la population que la personne qui est là n'est pas tout à fait comme nous, il est en cours, donc il y a beaucoup d'autres fragilités, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est vrai. Dans notre continent, on s'est pas encore mis à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, faire travailler un enfant ou tout le reste, en fait, on ne voit pas encore les conséquences que ça peut avoir. Parce que en fait, on s'est pas mis à jour par rapport à ça. Donc, quand on travaille avec l'association, nous, on a compris que notre plan d'action, je dirais, c'est de nous dire on apporte l'information au fur et à mesure. On a donc choisi de faire de la sensibilisation. D'accord. Donc, on a commencé par la télé. D'accord. Le jour donc, de la journée des droits de l'enfant. On a parlé de cette journée qui est peut-être connue, peut-être pas connue. On a dit qu'il était important que ça puisse être une journée qui résonne de façon nationale. Cette journée-là, elle est dédiée aux enfants, il faut quelque chose de particulier. D'accord. On a voulu mettre en place qu'il était important de pouvoir faire comprendre que même si chez nous c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, on se dit que non, quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui va être stable, quelqu'un qui va. Oui. Et pourtant, comment dire ? Dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui étaient des enfants qui n'avaient pas confiance en eux, qui n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes. Et pourtant, ils étaient capables de chanter devant un grand public, de danser devant un grand public, de faire des choses, etc. Mais moi, quand je comprenais cela, je savais que cette capacité, en fait, elle n'a rien à voir avec ça parce que, la société nous a un peu montré qu'en tant que Noirs, on est bon dans le sport et dans le spectacle et tout ça. Donc, du coup, pour eux, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui va être extraordinaire, c'est de se dire je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui est intelligente. Je suis quelqu'un qui a de grandes qualités. Ça, ils n'arrivaient pas à se le dire eux-mêmes. Ils n'arrivaient même pas à dire, quand ils faisaient quelque chose de bien, je leur disais, mais c'est très bien. Ils n'étaient pas conscients de leurs compétences. Parce que la confiance a un rapport avec ta compétence. Avec ce que tu es capable de faire. Et l'estime a un rapport avec qui tu penses que tu es. Mais pour savoir qui tu es, en général, quand tu as un enfant, ça doit quand même venir de ce qu'on t'a dit. Voilà, de ce qu'on t'a dit, de ceux qui t'accompagnent au quotidien. Exactement. Parce que c'est ça, en fait, qui va avoir un impact sur l'enfant et sur, comme tu dis, la confiance qu'il va avoir en lui. Là, je sais que je suis compétent dans tel domaine, peut-être en cuisine. Je souhaite être cuisinier. Mais si derrière, mes parents n'ont pas cessé de me rabâcher que être cuisinier, ce n'est pas du tout un métier, il faut être médecin, il faut être avocat, forcément, je n'aurais pas toute cette confiance en moi pour pouvoir aller vers ce domaine. J'aimerais bien, tu pourras revenir dessus, ce sera après que tu puisses expliquer aux parents la différence entre un enfant introverti et un enfant extraverti. Parce que très souvent, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, chez nous en Afrique, même moi, on a besoin en fait que l'enfant soit tout le temps en activité, qu'il soit tout le temps en train de parler. Mais dès que l'enfant ne parle pas, comme tu disais, ça devient de l'insolence, un manque de respect, alors que parfois non, c'est juste que c'est sa personnalité, cet enfant est comme ça. Oui, alors je voulais d'abord rebondir sur ce que tu avais dit un peu plus tôt. Effectivement, et en fait, le premier problème qui fait que la relation va pas être bonne, en fait, elle va commencer là.
quand on est face à une personne qui va nous dénigrer ou qui va pas nous montrer, parce qu'en fait, qu'on le veuille pas, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'affectif, en fait. La façon de parler, les mots qu'on va employer fait partie de l'affectif. Être affectif, c'est pas que toucher quelqu'un. Ça peut aussi en faire partie. Et les mots, c'est quelque chose qui blesse. Oui. Et ça laisse des traces parfois indélébiles. C'est vrai. Et quand on a dit trop de méchanceté, un enfant les a intégrés, les a gardés, même dans l'âge adulte, c'est quelque chose qui le poursuit, en fait, vraiment. Et c'est vrai que souvent, quand c'est là, en fait, il se dit, bon, bah, il y a déjà une cassure dans la relation que l'enfant va avoir avec son parent, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il va insulter son parent. Ça ne veut même pas dire qu'il ne vivra pas avec lui. C'est pas ça. Oui. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui s'est cassé. Oui. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la confiance et de l'estime. Ça ne veut pas dire qu'un enfant n'est pas capable d'aller faire un spectacle, non. Mais qui il est intérieurement. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça qu'il faut viser. Oui. Moi, j'aime beaucoup le développement personnel. Et je me dis, si le besoin se fait ressentir aussi grand, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes et que finalement, il y a un grand besoin. Du coup, maintenant, pour en venir à ce sujet des enfants qui vont être introvertis et extravertis, par exemple, ceux qui sont introvertis, souvent, on les voit comme les intellectuels. Okay. Souvent, c'est ceux qui vont être à la bibliothèque, ceux qui vont faire des choses plutôt des matheux, des choses qui vont avoir besoin de concentration. Ceux qui sont extravertis, souvent, c'est ceux qui vont avoir besoin de beaucoup plus bouger. Peut-être qu'ils vont être assez sportifs, ils vont être assez... Et en fait, par rapport à ça, c'est un rapport avec les différentes formes d'intelligence, en fait, qui vont être visuelles, qui vont être kinestésistes, donc ceux qui vont avoir besoin de beaucoup bouger, de beaucoup danser, qui vont être aussi olfactifs, au niveau de tout ce qui va être lui, et aussi au niveau du goûter aussi. Oui. C'est ce qui fait que tout le monde n'est pas cuisinier. Effectivement. On n'a pas tous le même palais, finalement. On aimerait bien, mais non. Voilà, donc finalement, il y a ces différents types d'intelligence. Donc déjà, c'est vrai que il ne faut pas cataloguer un enfant. Il faut essayer de le regarder, de l'observer, de le questionner, de changer à lui pour savoir en fait où est-ce qu'il se situe. D'accord. Et souvent on va voir, t'en as qui vont être toujours en train de ranger, ils vont bien le plier, ils vont être machin. Ah, lui il a peut-être un petit côté très visuel parce qu'il arrive à voir le petit carré là où nous on n'a pas vu le carré, on déborde un peu, tout ça. Mais c'est vrai que moi je pense que le problème quand on catégorise un enfant dans un endroit, c'est qu'on attend qu'il soit comme nous on veut qu'il soit. Oui. Ah, mais les autres enfants ils font ça, mais pourquoi lui ne fait pas ça? Bon, moi quand j'étais petit je faisais comme ça. Ou souvent on aime bien comparer le premier au deuxième. Oui. Oui, mais lui son frère était plutôt comme ça, tu étais plutôt comme ça. Et souvent il y a un truc qu'il faut savoir avec les deuxièmes, c'est que le deuxième quand ils arrivent, ils ont confiance en eux. Oui. Parce qu'ils ont vu le premier faire plein de bêtises. Alors lui il a fait ça, il a fait ça, je peux pas faire ça. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est qu'ils ont aussi eu l'impression qu'il y a des choses qui étaient interdites à l'autre, mais qu'à eux c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le parent n'est pas le même. Et quand il a eu le premier, il avait peur de plein de choses, il faisait attention à plein de choses. Donc quand le deuxième arrive, il sait que bon, c'est pas grave, il peut manger du sable, il meurt pas. Bon, c'est pas grave, il peut avoir ci, c'est pas grave. Je peux attendre un peu pour ci. Et du coup, il s'est entraîné. Donc quand le deuxième arrive, il est beaucoup plus light. Oui. Donc le deuxième enfant a aussi plus de confiance. Ça, c'est un secret. Ça, je n'étais pas au courant, mais maintenant je sais. Voilà. Et le deuxième enfant est souvent beaucoup plus serein parce qu'il a moins subi que le premier. D'accord. Merci pour les astuces. Souvent, nous, quand on était petits, on ne faisait pas ça, mais pourquoi? Voilà, les parents sont juste plus calmes, ils ont eu de l'expérience entre-temps. Je vois. Il y a une question qui m'est venue quand tu parlais, justement, c'était l'échange, la communication entre l'adulte et l'enfant. Parfois, il y a un grand fossé, donc l'adulte exprime un besoin ou une volonté que l'enfant ne comprend pas forcément, et donc il a du mal à mettre en application. Est-ce que l'adulte, dans ce type de situation, devrait essayer de se mettre à la même hauteur que l'enfant, au niveau du vocabulaire employé, au niveau de la façon de faire, pour justement l'accompagner à comprendre que je voulais que tu fasses ainsi, tu n'as pas pu, ce n'est pas grave, mais je vais t'accompagner pour qu'on atteigne cet objectif-là que je visualisais. Oui, en fait, il faut toujours se dire qu'on a besoin d'un modèle. Oui. C'est comme au travail. On peut nous demander un truc à faire, mais parfois, ce que l'autre a eu dans sa tête et ce que moi j'ai eu dans ma tête, en fait, on n'a pas vu la même chose. Effectivement. Donc, du coup, un accompagnement, ça sera toujours le mieux. C'est toujours viens, si tu veux, on fait ensemble. Ça sera toujours ça, ce qu'il faudra faire. Il peut arriver des situations où on n'a pas forcément le temps, où on est, par exemple, pressé. Un jour... un membre de ma famille était avec sa fille, en fait elle devait aller travailler. D'accord. Et sa fille voulait faire un dessin ce matin-là. Donc elle voulait dessiner. Et puis elle était femme, je veux dessiner. C'est la matinée pour. C'est ça. Et une des choses que j'avais dites donc à ma cousine à l'époque, c'est que je lui ai dit attention aux mots que tu dis quand tu es énervé.
Oui. Parce que c'est comme si que ça confirme l'enfant que c'est comme ça que ça doit être. Mhm. Et je lui dis, analyse la situation et quitte à corriger, corrige derrière. Oui. Et donc, du coup, elle m'a dit, bah, écoute, dans cette situation, ce qui s'est passé, c'est que la petite voulait dessiner. Mhm. Il devait partir à la crèche, donc il fallait la déposer à la crèche. Elle n'était pas habillée. D'accord. Et après la crèche, elle devait aller travailler. Ok. Donc ça faisait quand même long et puis le temps était plutôt court et ils n'avaient pas le temps. Ce qu'elle a fait, c'est que la petite était donc assise sur la table et puis elle a dit, Mhm. moi, je veux dessiner. Et là, sa mère lui a dit, oh là là, dis donc, qu'est-ce que t'es têtue. Et la petite est restée, effectivement. Là, elle était vraiment têtue. Elle est restée. Et là, elle lui a dit, mais Makeda est gentille et elle écoute toujours. Alors là, la petite a regardé sa maman, Mhm. elle lui a fait un sourire, elle est descendue, elle a couru dans sa chambre pour lui montrer Oui. qu'elle était effectivement Qu'elle était gentille, qu'elle gentille. écoutait toujours. On peut ne pas toujours avoir les bonnes réponses au bon moment. On peut se tromper. On a droit de corriger tout de suite. On a droit aussi de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Et voilà, là, par exemple, ils n'ont pas forcément fait les choses ensemble. Mhm. Mais elle a su corriger la réaction qu'elle a eue, en fait. D'accord. Encore une fois, c'est l'adulte qui est plus malléable. Oui. Et quand l'adulte va avoir la réaction de se remettre en retrait, Mhm. il va laisser de la place à cet enfant. Un autre jour, il devait se coiffer, puis la petite a dit non, c'est toi qui vas aller chercher sa mère. Elle dit non, c'est tes cheveux, donc tu vas chercher ta boîte. Oui. Et elle dit non, moi j'y vais pas, je vais pas y aller. Finalement, ils étaient en train de se Elle est disputer. caractérielle, la Sa mère, petite. elle lui a dit bah, tu veux peut-être qu'on y aille ensemble. La petite s'est Mhm. arrêtée. On y va ensemble. Ouais. Et elle n'y avait même pas pensé elle-même. Et en fait, Mhm. le truc, c'est que quand il y a quelque chose, autant se poser la question du pourquoi est-ce qu'on ne va pas ensemble. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ma cousine est comme ça avec sa fille? Parce que elle s'est dit, il y a des choses qu'on a toujours fait chez nous, je ne Oui. sais pas si c'est forcément correct, mais j'ai envie de faire les choses autrement. Oui. Une chose qu'elle m'a dit quand elle est tombée enceinte, elle m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien que mon enfant ait le goût de la lecture, qu'est-ce que je dois faire? Mhm. Je dis, bah, dès la naissance, il faut un maximum la mettre devant les livres. Oui. J'ai dit, achète des livres en tissu, en papier, en carton, Oui. qu'elle puisse manipuler le truc et qu'elle puisse s'habituer à ça. Sa fille a eu 3 ans hier. Oui. Elle est extrêmement à l'aise avec toute forme de livre. Ah, Et super. après, dans les livres, il faut aller chercher dans les livres qui vont être assez ludiques, des choses Oui. qu'on peut toucher, des choses qu'on peut... Mais que ce soit quelque chose qu'on peut toucher ou quelque chose qu'on ne peut pas toucher. À D'accord. partir du moment où elle le reconnaît, elle l'identifie, puisqu'elle vient d'avoir que 3 ans, elle Mhm. identifie ça comme un livre, Oui. elle va s'asseoir dessus, elle va être captée par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne D'accord. regarde pas la télé, hein. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne regarde pas les tablettes non plus. Oui. Mais il y a eu quelque chose de particulier qui a été instauré parce que l'objectif à l'époque, c'était il faut qu'elle ait un amour pour les livres. D'accord. Dans mon activité, quand je fais du coaching avec les parents, donc Mhm. par rapport au programme que j'ai mis en place, le premier programme qu'on fait, c'est de se remettre à niveau par rapport aux besoins selon l'âge de l'enfant. D'accord. On regarde de façon générale, du petit jusqu'à l'adolescence. Donc on regarde leurs besoins. Ensuite, on cible l'enfant qui est devant nous pour se dire, bon, lui, à l'étape où il a besoin de ça. Quand on a ciblé le besoin qu'il a par rapport à son besoin, on peut penser à ce qu'il va avoir besoin par la suite. D'accord. C'est important de se dire, je me projette derrière. C'est pas je cuisine là, non. C'est tout à l'heure, il faut que je pense à quand j'ai posé la table, Oui. une fois qu'on aura fini, C'est etc. vraiment tout C'est un important. planning, c'est toute une organisation C'est toute une qui se organisation. fait, ça peut être sur du court, du moyen ou du long terme, parce qu'il y a vraiment Exactement. ce côté accompagnement étape par étape C'est ça, de l'enfant et du parent. C'est ça. Et donc ça, c'est ce que je fais le premier mois. Le second mois, on va mettre ensemble ce qu'on appelle un projet pédagogique. D'accord. Ma cousine a dit, moi, je veux que mon enfant ait le goût de la lecture. Ok. Donc à partir de là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cet enfant ait le goût de la lecture? Ça veut dire que parfois, il faut qu'on se questionne. Bon, c'est une petite anecdote. Non, mais vas-y. Récemment, j'ai un ami qui a célébré les 5 ans de son fils. Ok. Donc tout le monde était content, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Du coup, moi j'ai dit, bah écoute, bon anniversaire pour ton fils. Et je te propose quelque chose. Je lui ai dit, voilà, je te propose en fait de mettre en place un album photo exclusivement pour lui. J'ai dit à ma connaissance de faire pareil, elle a fait ça pour sa fille. Hein. Il n'y a que D'accord. des photos de lui, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de photos de ses parents. On met une ou deux de ses parents, de lui avec les membres de sa famille. Mais ce qu'on veut, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'on veut le rendre conscient de lui-même. Oui. À quoi il ressemble, qui il est, quelle taille il a, même s'il ne verra pas ça de façon Pour qu'il réelle. puisse Mais... suivre son évolution. Ouais, lui-même. mais c'est une façon de lui-même être conscient de lui. Mhm. À côté de chaque photo, il faut dire ce qu'il a appris. Quand il avait D'accord. 1 an, peut-être qu'il avait commencé à marcher. Quand 2 ans, peut-être qu'il y avait ici. Et encore une fois, on le rend conscient de lui-même. C'est une Mhm. façon de travailler en fait son estime en fait. Ça Oui. commence par là. Et donc, du coup, par rapport à ces photos-là, je dis maintenant, ce que je veux que tu fasses, on arrive à 5 ans, Mhm. c'est que tu mettes des citations, que tu mettes des images qui vont l'inspirer. Je lui dis, fais-le selon l'objectif que tu as par rapport à ton enfant. Oui. C'était une question piège parce que malheureusement, souvent, en fait, on n'a pas vraiment d'objectif pour nos enfants.
quand on aimerait que nos enfants soient avocats, quoi que ce soit, souvent on y pense déjà très tard, ou on ne pense pas à leur donner cette envie dès le départ. Une personne qui m'inspire énormément, c'est le papa de Serena Williams. Avant qu'elle vienne au monde, il avait déjà un objectif. Ah bah tu vois. Donc quand elles arrivent, le gars il sait déjà où il va. Déjà tracé. C'est exactement ça. Donc du coup, je lui ai dit, selon l'objectif que tu as pour ton fils, mets des citations. Ça veut dire qu'il peut ne pas penser forcément à un métier, mais si son enfant soit quelqu'un de plutôt courageux, qui prenne, et du coup, il va mettre des citations par rapport à ça. Le petit ne sait pas lire. C'est là où aussi encore la communication va venir. C'est que cet album-là permettra à son papa, parce que c'est un papa qui est séparé, de pouvoir avoir ce lien-là, ce temps-là avec son enfant. Cette citation-là, quand cet enfant va le voir, peut-être qu'il ne saura pas le lire, mais à force d'avoir entendu son papa le lire, ça devient comme une espèce de poésie, ça devient comme une affirmation, quelque chose qu'il va commencer à répéter parce qu'il a vu que quand il est arrivé là, ça devient un mécanisme. Effectivement. Et du coup, chaque année, je lui ai dit, tu peux le faire tous les mois, tu peux le faire une fois par semaine. Donc quand ils récupèrent le petit garçon, hop, ils ont une citation nouvelle pour eux deux. Et ainsi de suite. Ça confirme un petit peu le proverbe, enfin un petit peu, voire beaucoup, le proverbe qui dit on attire ce à quoi on pense. Exactement. Donc si tu veux atteindre un point A, pense à ce point A et tout, comme on dit souvent, Dieu, l'univers travaillera, conspirera pour que tu puisses atteindre cet objectif. Exactement. Mais je voudrais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'un parent peut certes avoir une certaine vision pour son enfant, mais si jamais l'enfant, parce que l'enfant ne va pas forcément adhérer, c'est pas parce que le parent veut, parce que le parent souhaite, que ça veut dire que l'enfant ira directement aussi dans ce sens-là. Donc si jamais l'enfant ne va pas dans ce sens-là, qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents ? Alors, moi, je conseille aux parents d'être très ouverts par rapport à ça. On a le droit de montrer une direction à quelqu'un et après, il peut se dire non, moi, je préfère prendre un autre chemin. Et il faut surtout pas forcer, il faut surtout pas obliger, même si on pense ou qu'on estime que. Un exemple tout bête, il y a plein de parents au départ qui étaient contre tout ce qui était, par exemple, réseaux sociaux ou Internet, etc. Effectivement. Mais aujourd'hui, on y va aussi de bon côté. Et finalement, quand tu n'as pas besoin, tiens, il attrape son enfant qui finalement va pouvoir le gérer pour lui. Par rapport à ce genre de choses, par exemple, c'est souvent des ambitions professionnelles. Le parent voit toujours ce qui est meilleur pour son enfant, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'il juge meilleur pour son enfant. Voilà, mais c'est pas lui qui le vivra. Ça veut dire que si je fais quelque chose parce que c'est mon parent qui le voulait ou que ceci, cela, comment est-ce que moi je me sens ? Et finalement, la question est, qu'est-ce que le parent veut ? Exactement. Atteindre son objectif, son rêve à lui, ou ce que son enfant veut, ou ce qui fait plaisir à son enfant. Et de toute façon, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit de se tromper, de dire non, finalement, je vais venir là, finalement, je vais venir là. Et juste par rapport au métier que moi je fais, quand j'ai commencé à travailler dedans, mon papa m'a dit c'est un métier sans avenir. Il ne faut pas rester là-dedans. Là, c'est pour les gens qui passent le temps. Mais on revient dans des choses plus vraies, plus concrètes. Moi, j'ai un bac artisanat et métier d'art, donc c'était plus, on revient dans les vraies choses qui font que demain, tu as un travail. Exactement. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, au travers de ces différentes actions, ils commencent à adhérer de plus en plus parce que ça, c'est moi. L'autre, c'était peut-être eux. D'accord. Je voudrais savoir, au niveau, est-ce que tu organises des ateliers ? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a l'entreprise, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir faire appel à tes services. Est-ce que tu mets en place des sessions d'ateliers, d'événements où les parents pourraient au moins venir prendre un petit bout de ton savoir ? Alors oui. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Alors, j'avais commencé à faire quelques ateliers. D'accord. J'avais fait des ateliers, notamment j'avais fait un atelier sur l'importance du sommeil. Et donc voilà, il y avait pas mal de choses qu'on expliquait en fait à quel moment quelqu'un commence vraiment à dormir. C'est pas quand on lui dit va te coucher ou comment est-ce qu'on met en place ce moment du sommeil, comment est-ce qu'on l'accompagne, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on assiste à ce type d'événement, c'est vrai qu'on apprend, mais à mon sens, c'est trop court pour pouvoir véritablement c'est une mise en bouche. Agir. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une mise en bouche. Moi, du coup, ce que j'ai choisi de faire en création de mon site internet, c'est de mettre en place des formations de 2 jours. D'accord. Les 2 jours nous permettraient d'avoir un temps où on peut avoir de la pratique et de la théorie, mais le fait que ce soit étalé sur 2 jours, on a le temps de pouvoir assimiler tranquillement et surtout après de pouvoir le pratiquer. D'accord. Et c'est quelque chose de... la formation de 2 jours, c'est toujours sur le même thème, c'est-à-dire les besoins moraux, physiques et psychologiques de l'enfant, qu'on va détailler. Et en fait, on va vraiment le mettre sur les 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sera pratique,
avec des ateliers et des mises en situation, D'accord. juste avec les participants à cet atelier-là. Et c'est celle aussi que je demande aux personnes qui veulent travailler avec moi de faire, de connaître le besoin moral, physique et psychologique d'un enfant. D'accord, très bien. C'est vraiment très élaboré tout ça. Et tu travailles avec des personnes de ta famille ou pas? Bon, je sais qu'au sein de ton entreprise, tu es toute seule, mais est-ce que tu as des personnes de ta famille qui t'accompagnent? D'ailleurs, comment ton activité au sein de ton entourage, de ta famille, a été accueillie? C'est vrai que tu nous as parlé de ta cousine, mais en général, comment la famille a accueilli tout ça? Alors, la famille a accueilli tout ça. D'abord, ils ont écouté les émissions de radio que je faisais à l'époque. D'accord. Donc, il y en avait qui carrément le partageaient. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai l'exemple d'une de mes grandes sœurs. La première fois que je lui en ai parlé, en fait, on était à une fête. Et ma nièce s'était vraiment bien préparée, tout ça, et puis elle est sortie. Et ma sœur qui dit, ah, la fille s'est préparée, si on a pu respirer. Je dis, ah, ma sœur, arrête. Elle fait, non, mais ça va, elle sait que je regarde. Je dis, non. Ce que tu es en train de dire, c'est en train de lui dire, ne te mets pas en valeur, parce que sinon, nous, on va critiquer. Oui. Elle fait non, mais elle sait que je dis non, elle ne sait pas. Ça, c'est toi qui penses qu'elle sait. Tu ne sais pas comment est-ce que quelqu'un va prendre une plaisanterie. Une plaisanterie, c'est drôle pour celui qui la sort, mais pas pour celui qui la reçoit. Oui. Elle me fait toi, tu vas me donner du travail. Je lui dis tiens, tu peux aller écouter une des émissions de radio que j'ai faites. Elle m'a fait maintenant, je ne sais pas qui. Oui. Quelqu'un lui a passé la vidéo. Oui. Finalement, elle le regarde et puis un jour, elle m'appelle. Non, mais Tata, vraiment, j'ai écouté ton truc, c'était vraiment bien. Et du coup, très encouragée. Les émissions de radio ont ouvert, j'irais, une voie par rapport aux gens de ma famille. D'accord. Qui ont comme réalisé ce que ça pouvait leur apporter, en fait. D'accord. Et de là, en fait, c'est même eux qui m'appellent souvent. Bon, écoute, tu peux venir parler à ton enfant ici. Et puis voilà. Et puis du coup, je dis non, c'est plus à toi qu'on va parler. Bon, c'est quoi le problème du coup? La famille est super active par rapport à ça. Ah, c'est super. Oui, mon entourage, ça se passe aussi très très bien. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui se disaient, mais je pensais pas qu'en étant que animatrice, on peut évoluer comme ça. Je dis, tu as des personnes, c'est comme dans tous les métiers. Oui. Qui ne vont pas réaliser la passion ou la profondeur de ce métier. Quand tu le réalises et que tu continues à te former à côté, c'est que tu as réalisé ce qu'il y avait dedans de précieux. Oui. C'est ce que j'allais dire, c'est que ce n'est pas juste une question d'être animatrice, c'est que comme tu dis derrière, il y a de la formation, il y a beaucoup de temps en fait que tu consacres à ses parents, à ces enfants-là pour justement identifier le besoin et pouvoir répondre à ce besoin de la façon la plus convenable possible. C'est comme dans tous les métiers, on ne se lève pas un matin pour dire je suis médecin et on ne fait pas du tout on ne suit pas de formation pour être médecin ou alors on ne soigne jamais personne. C'est ça. Et puis encore une fois, il y a eu quand même une expérience de 13 années. Oui. Il y a eu une expérience en direction où il y a eu quand même une petite distance. Là, je suis encore en train de compléter une formation de formateur, donc ça veut dire que je vais voir des personnes à devenir aussi formateur. Okay. Donc il y a la PNL, il y a pas mal de choses que je continue parce que c'est quelque chose que je veux encore continuer d'enrichir et me dire j'apporte vraiment quelque chose de concret aux gens. L'idée c'est encore une fois, c'est pas d'être entre un parent et un enfant, c'est vraiment les rendre autonomes pour que chacun puisse dire quand je l'observe, j'ai l'impression que donc peut-être il faut que je prenne tel positionnement là. C'est pas de se dire je suis à la botte de mon enfant, je me mets à ses pieds, ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire que du coup j'ai pas pu finir, mais dans le programme de coaching, ce que j'ai développé durant mes 13 années, c'est quelque chose que j'ai appelé les 3 As, les 3 A en fait. D'accord. Le premier A, c'est le A de action. Un parent et son enfant établissent un contrat. Oui, vous établissez un contrat. Ça peut servir que chacun connaisse un peu ses droits parce que vous pouvez être surpris que votre enfant sache que peut-être il y avait des choses qu'il avait le droit de faire mais qu'il n'avait jamais su. Il y a des choses peut-être que vous avez envie qu'il fasse mais qu'il ne savait pas. Ou peut-être des choses que lui il avait besoin que vous fassiez mais que et du coup au travers de ce contrat-là c'est une occasion. Mais on a d'abord besoin de passer par le fait de connaître ses besoins. Oui. Et ensuite de pouvoir mettre en place un projet pédagogique et après de pouvoir arriver à ça. C'est vraiment un cheminement. Oui. Dans le premier A, donc c'est action. Donc c'est par rapport à ce contrat-là. Le deuxième A, c'est le A de activité. Une des choses que quand j'étais enfant, que je voulais que mes parents puissent faire, mais culturellement, c'était pas de chez eux, c'était pas aller dans les parcs d'attractions. De pouvoir aller dans des choses. Et moi, ce que je demande vraiment aux parents, c'est pendant les vacances, d'établir un programme aussi pour leurs enfants. Oui, mais j'ai pas le temps, c'est pas grave. Le programme, ça peut juste être le soir quand on rentre à la maison, on fait un jeu de, je sais plus comment ça s'appelle, le baccalauréat. Oui, un petit Monopoly. Voilà, c'est ça. Oui. Le problème, c'est que le lundi, il y aura le Monopoly. Le mardi, il y aura ça. Voilà. Oui. Mettez en place un programme qui fait que l'enfant a un temps d'amusement aussi, en fait. Donc ça, c'est le second A, le A de activité. Oui. Où on apprend à mettre ça en place, on apprend à diversifier, on apprend à aller chercher des trucs qui font que, ce week-end, on va peut-être sortir à tel endroit, c'est gratuit. Ah, super, à tel endroit, on va peut-être faire, ça va peut-être être payant. On va gagner peut-être un séjour à tel endroit. Donc ça, c'est le deuxième A de activité. Oui. Le troisième A, c'est le A de affectif. Où on revoit du coup comment est-ce qu'on parle, comment on communique, quel positionnement est-ce qu'on prend, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et je parle beaucoup de l'importance de toucher quelqu'un.
Et on s'en rend pas compte, mais quand quelqu'un va vers des fréquentations qui sont pas toujours bonnes, c'est parce que souvent il a la recherche de cet affectif-là. D'accord. Très souvent. Quand quelqu'un fait des bêtises, il est souvent en recherche de cette attention. Il y a même des enfants, quand ils sont en échec scolaire, souvent ils vont être durs à l'école. On se dit mais pourquoi En fait, ils cachent autre chose. D'accord. Et très souvent, ça va ressortir quand on va savoir comment l'approcher. Très bien. Et au niveau de tes services, tu les proposes comment tu as déjà je vais appeler ça des packages prédéterminés en disant que voilà, tu accompagnes sur 2 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an, c'est le parent qui choisit ce qui lui convient, ou alors c'est vraiment quand le parent, une fois que tu as rencontré le parent et l'enfant, c'est à partir de ce moment-là que tu décides que pour vous accompagner, il va nous falloir je ne sais pas, 6 mois pour que le travail puisse être fait. Alors, donc on est en train de terminer le site internet justement par rapport à ça, pour que les gens puissent avoir une visibilité assez claire. Jusqu'à présent, les gens m'ont contacté plutôt sur Instagram ou sur Facebook. Du coup, après, on prenait contact. Quand on prend contact, on a 30 minutes de téléphone gratuit. D'accord. Ça permet de pouvoir cibler est-ce qu'on travaille ensemble ou pas. À ce moment-là, seulement moi, je propose les différents packages que j'ai. Okay. Donc là, on va le mettre sur le site, ça sera beaucoup plus lisible, ça sera beaucoup plus clair. Parce que quand on va sur le site, on a les informations qui concernent que ça. Alors que sur la page Instagram, ça peut demander certaines recherches ou de savoir remonter sur le fil d'actualité. Donc pour éviter tout ça, on met en place un site internet pour faciliter. Donc les 30 minutes permettent que les gens puissent avoir à peu près, on va dire, un diagnostic, à peu près une vision. Et après, on dit, est-ce qu'on travaille ensemble ou pas? Après, moi, je leur dis, voilà, moi, je pense que l'idéal, ce serait de partir sur ça. Ils ont le droit de me dire, non, moi, je veux pas ça, je veux juste faire 2 jours. Après, je me gère. Très bien, il n'y a pas de souci. Faisons comme ça. De toute façon, après, voilà. N'hésitez pas à revenir. Voilà. Maintenant, voilà. Là, par exemple, pour la formation de 2 jours, alors, il y a quelque chose que j'aime rappeler qui est extrêmement important. C'est que un enfant, la personne qui est concernée par l'enfant n'est pas seulement son parent, mais c'est tous les adultes qui sont autour de lui, parce que chacun participe de près ou de loin à son évolution, au fait que cette personne sera la meilleure version de lui-même ou pas. Et on connaît tous au moins une personne dans notre vie qui a dit un mot, qui a dit quelque chose qui a fait que waouh. D'accord. Moi, j'avais mis une publication sur ma page Instagram où j'avais fait une semaine spécialement pour remercier les profs. Et j'ai mis aussi une publication pour les ATSEM, les personnes qui sont souvent inconsidérées dans l'école maternelle alors qu'elles ont une place clé. D'accord. Et pour les enseignants, j'avais parlé d'un de mes professeurs quand j'étais en 5e. Moi, petite, je bégayais. Donc là, je parle assez. Je suis à l'aise. Mais je bégayais. Donc c'est ça, les mots ne sortaient même pas. Mes frères et sœurs se moquaient de moi parce que tu tapes par terre, parce que donc du coup, je parlais même pas. J'ai même pas parlé. Et donc du coup, au cours de la scolarité, lire, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que je connaissais, je comprenais, mais les mots ne sortaient pas. Donc j'ai presque appris à lire au ralenti en fait, et c'était dur. Moi-même, j'avais honte déjà de moi-même, mais c'était difficile. Et en classe de 5e, c'était mortel parce que tu passais la 6e avec tout le monde. Déjà, toute la scolarité, c'était vraiment quelque chose de... Si je pouvais honnêtement mourir, je n'allais plus être là depuis très longtemps. Si je pouvais creuser un trou et aller me cacher quelque part, c'est vraiment ce que j'aurais fait. En 5e, j'ai eu un prof de français, je sais pas, qui m'a regardé pendant que les autres lisaient. Il a dû voir que je tremblais, je transpirais, je ne sais pas quoi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit Aurélie, toi, tu liras après telle et telle personne. J'ai levé la tête, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, ok. Du coup, j'ai commencé à calculer à peu près. Donc, quand quelques personnes arrivaient pour moi, j'essaie un peu de calculer pour essayer en fait d'anticiper. Et donc, ça a duré plusieurs mois. Donc, je commençais à être de plus en plus à l'aise. Et puis, un jour, j'allais rentrer en classe, il m'arrête à la porte et il me dit, aujourd'hui, je te dirai rien. Et il m'a dit, tu liras, mais je ne te préviendrai pas. Franchement, j'allais pleurer. J'avais vraiment les larmes. Je me suis dit, mais il m'abandonne en fait. je vais être toute seule cette fois-ci. Mais pourtant, il t'aidait. Et du coup, je me rappelais de toutes les autres fois, les humiliations, tout ça. Et là, vraiment, j'allais sincèrement pleurer. Donc, je suis partie m'asseoir. Et en fait, quand mon tour est arrivé, donc il ne m'a pas prévenu. Il a attendu chaque nom, et puis mon prénom est sorti. Là, j'ai dû lire avec beaucoup de difficultés. Les mots sont sortis. Et à la fin du cours, il m'a dit, j'ai pas besoin que ce soit parfait, mais lire, c'est découvrir le mot au fur et à mesure. Si tu continues d'anticiper, tu n'apprendras pas en fait. Et du coup, tu feras comme ce que tu as toujours fait en fait au ralenti. C'est comme si que tu remâches quelque chose que tu as déjà visionné. Il est important que tu apprennes au fur et à mesure parce que c'est ça la lecture. Que tu ailles étape par étape. Exactement, et que tu découvres. Et surtout, va à ton rythme. Parce que si tu regardes bien à ta façon de lire, finalement, tu enregistres bien chaque mot. Et finalement, le mot, tu le mâches et tu n'as même pas besoin de relire une deuxième fois par rapport aux autres.
tu remarqueras que les autres, parfois dans les lectures concentrées où il fallait comprendre le texte, moi en une seule fois, je mettais du temps parce que je finissais après tout le monde, mais les mots étaient compris, le texte était compris. Et il me dit c'est ça qui est important. Autant vous dire, ce monsieur, je ne l'ai jamais oublié. Mais voilà, ça a été le seul enseignant que j'ai rencontré qui était comme ça. Enfin, le seul. Il y en a eu d'autres qui étaient très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que comprenant qu'on a tous un rôle important à jouer. Donc, dans mes formations, j'ai quelques personnes qui se sont inscrites. Et ben, ils sont tous étudiants. Ok. Et ils sont inscrits pour cette formation-là de 2 jours. Super. Alors, si tu as quelques mots à ajouter... Salut Sandrina, comment tu vas? Sandrina qui nous rejoint, qui va clôturer, Bonjour Sandrina. qui va clôturer la session d'ici quelques secondes. Mais Aurélie, avant de passer à la conclusion, est-ce que tu as, où est-ce qu'on te trouve du coup, vu que le site internet pour le moment n'est pas disponible, tu as des réseaux sur lesquels les auditeurs peuvent te contacter et un petit mot de la fin en quelques secondes? Oui, alors du coup je suis sur les réseaux sociaux. Alors j'étais sur YouTube, non, je suis toujours sur YouTube. Ma chaîne YouTube s'intitule Aurélie autour de l'enfant. C'est une chaîne que j'anime pas beaucoup parce qu'en fait je fais pas de montage. Je pense que c'est important d'avoir vraiment la totalité de la chose. Vous pouvez retrouver des émissions qui parlent de la prévention. Des différents types de prévention, que ça soit prévention en sécurité routière, la mort subite du nourrisson ou d'autres émissions, de la communication qui vont parler aussi de l'estime de l'enfant. On les trouve sur YouTube. Sur Facebook, on retrouve aussi beaucoup d'anciennes émissions que j'ai faites et d'autres sujets dont je traite et des publications. Ma page Facebook, c'est Autour de l'enfant. D'accord. Et ma page Instagram, c'est Aurélie autour de l'enfant, comme pour la chaîne YouTube. Et donc là-dessus aussi, je mets des mini-vidéos, je mets des publications. Excusez-moi, texte. Et quand j'ai des événements, je les publie sur Instagram et sur Facebook. Et le site est en cours. Normalement, il doit être prêt pour le mois de mars. Oui. Et ensuite, on travaille encore différemment. On l'attend avec impatience. Alors, chers parents, chers enfants, chers adolescents, adultes, tout ce que vous voulez, si vous voulez savoir comment utiliser les 3A, donc action, activité, affective, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aurélie, ici présente avec nous. Alors, Sandrina, dis-nous tout. Alors moi je prends l'émission en cours. Bonsoir à vous, je suis ravie. Alors vous voyez, donc ce plateau c'est le vôtre et aujourd'hui j'étais pas là mais j'étais avec elle en esprit et donc vous aussi, voilà. Et vous aussi vous pouvez faire partie de cette aventure. Vous pouvez partager, venir nous faire part de votre expertise aussi. Pourquoi pas, d'en discuter autour d'une thématique. Alors, ce soir, je voulais tout simplement faire un petit coucou à notre Miss Purple Coach, parce que ce soir, Femme Générationnelle sera aux côtés de notre chère Miss Purple. C'est un honneur. C'est un honneur. Et donc, elle nous a demandé de l'accompagner pour sa dédicace. Elle a écrit un livre, La femme extraordinaire. Donc, ce soir, nous serons dans ce sens-là, sur ce côté-là, au château de Monterterre. Et nous parlerons de cette femme qui est extraordinaire. Et donc, nous voulons déjà rentrer déjà. Donc, on veut tout simplement déjà aborder déjà ce volet, en sachant que vous, femmes, vous êtes toutes extraordinaire. Aurélie, tu es extraordinaire. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. J'espère que tu as été ravie sur le plateau, que Daniel s'est bien occupé de toi. Et j'espère que vous aussi, de l'autre côté, qui nous suivez, vous avez aussi été satisfaite de ce qui s'est déroulé, de cette causerie qu'il y a eu. Elle nous a fait part de son témoignage, de son expertise. Mais ce soir, nous sommes sur Miss Purple Coach qui va faire sa dédicace au château de Monterterre et elle viendra nous parler de cette femme extraordinaire. Oui. Alors la question, c'est que est-ce qu'en chacune de vous, femmes, vous estimez que vous êtes, vous, extraordinaire ? Quelle est la vision que vous avez de vous ? Comment vous vous percevez lorsque vous vous regardez devant un miroir, mais pas que devant le miroir, dans votre mentalité finalement, parce que c'est une question de mentalité avant tout. Lorsqu'on se réveille le matin, comment on se perçoit ? Et quand on se couche le soir, finalement, qu'est-ce qu'on a laissé ? Est-ce qu'on se félicite ou pas après la journée ? Après la journée, est-ce qu'on impacte ? Parce que impacter, c'est pas simplement le fait que tout le monde te regarde, parce que les gens ont toujours un côté sur l'impact en pensant que c'est ce qui est visuel, alors que l'impact, c'est ce qui est profond, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est transcrit, c'est ce qui va rester et c'est ce qui va demeurer.
Donc ce soir, nous serons du côté de Monterterre. Nous sommes ravis. Par la même occasion, je voulais aussi profiter de cette occasion parce que normalement, on avait une seconde émission avec Aurélie Alama qui ne pourra pas être là aujourd'hui pour des questions de logistique. Mais ultérieurement, très prochainement, nous reviendrons avec elle sur le plateau et elle viendra nous faire part de son terme de prédilection qui est le leadership. Alors, n'hésitez pas, moi je vais conclure rapidement, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Donc, comme je l'ai dit, Facebook, LinkedIn, Twitter. Il y a des ateliers qui sont à venir, pas mal de programmation, n'hésitez pas, on publiera tout ça. Et surtout, si vous avez envie de rejoindre les équipes de Femmes Générationnelles, n'hésitez pas à nous écrire à comme Daniel, femmesgénérationnelles@gmail.com en nous envoyant votre CV et votre lettre de motivation et puis on se chargera de vous recontacter derrière. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Bienvenue parmi nous, Sandrina. Et merci beaucoup, Aurélie, d'être venue sur le plateau pour partager ton expérience avec nous, qui, je suis certaine, pourra aider beaucoup de femmes et aussi d'hommes, donc tous les parents, les enfants de cette terre. Voilà, merci, bonne journée.